Bonjour à tous. Je vais vous présenter Angular 2 et la programmation réactive. Donc, la façon dont Angular 2 a adopté la programmation réactive. Donc, on va voir ce qu'est un observable et comment il est utilisé au sein d'Angular 2 pour créer des applications un peu plus réactives, on va dire, un peu plus touchy, donc un peu plus fluide. Donc, je me présente. Donc, je m'appelle Bruno Baya, je suis technical lead. Je suis plutôt .NET ou Node.js côté back. J'ai pas mal d'Angular 1 dans ces 4 dernières années. Et donc là, aujourd'hui, je regarde Angular 2, React, Vue.js, ou bien encore CycleJS, qui est un framework JavaScript qui part également sur la programmation réactive, quoi. Avant de commencer, je voulais savoir un peu parmi vous qui avait fait déjà l'Angular 2, qui c'est qui a touché un peu à l'Angular 2. Ok. Et qui c'est qui a fait l'Angular 1? Et qui c'est qui en a jamais fait ni un ni deux? Bon. Et qui c'est qui, juste pour info, qui c'est qui a fait du .NET, du C#? Ok. 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 Alors, Angular. Donc, Angular 1 is a data-driven framework. Donc ça, on est tous d'accord pour le dire. Angular, pour gérer les données, c'est top. Vous avez des données côté back, vous les envoyez côté front, vous les affichez, vous avez le data binding, le template et tout ça. Enfin, c'est top. Vous n'avez aucun problème. C'est génial. Par contre, dès qu'on commence à utiliser les événements, là, on est tous rentrés dans les cas de figure avec le watch, les broadcasts, les événements un peu à droite, à gauche, le dirty checking. Dès qu'on veut faire des applications un peu plus poussées avec Angular, avec les événements, je voulais faire un tableur, je voulais faire des chats et tout ça, vous allez commencer à avoir un peu plus de problèmes de performance et tout ça, parce que vous allez avoir des événements de partout. Et là, c'est un peu plus compliqué. Et donc, c'est pourquoi Angular 2, donc ça, c'est Victor Savkin qui le dit, un des architectes du framework, qui dit qu'Angular 2 est un framework réactif. Donc, le terme réactif, bon, d'après le Reactive Manifesto, les applications réactives, bon, ce sont des applications qui sont responsives, qui sont scalables et aussi qui sont event-driven, c'est-à-dire qui sont pilotées par les événements. Et ça, c'est vraiment ce qui va déterminer le reste et ce qui est vraiment le plus important, c'est cette notion-là. Et là, on parle de modèle de développement, donc event-driven, donc dirigé par les événements. On parle aussi de tout ce qui est push-based application, c'est-à-dire on pousse les données, on ne va pas aller les chercher, on va vous les pousser. On parle aussi du Hollywood Principle, c'est le principe qui est derrière aussi l'IOC, le pattern IOC, c'est-à-dire donc ne nous appelez pas, on va vous appeler. Donc, et le terme qui est resté, c'est le terme réactif, donc qui réagit aux événements. Donc c'est vraiment le terme qui reste, c'est celui-là. Pour développer des applications qui interagissent en temps réel avec les utilisateurs. Vraiment, voilà, si vous voulez faire des formulaires et des sites pour afficher les données, tout ça, bon, c'est pas besoin de faire vous faites d'Angular 1 classique, ça marche, du template driven en Angular 2, ça marche très bien. Par contre, dès que vous voulez faire du chat, des tableurs ou des applications financières avec des données voilà, dès que ça clignote de partout, en gros, c'est que voilà, s'il y a des événements derrière, et là, bon, il faut partir sur un modèle de développement réactif. Donc, on est vraiment sur, voilà, on est sur un data versus événement. Donc, on va jouer vraiment sur ces deux notions-là. Voilà, plutôt data Angular 1 et plutôt événement Angular 2. Donc, les données, bon, c'est facile de travailler avec les données. On a tous facilement, on sait tous gérer facilement les données. Il y a plein d'outils qui existent pour manipuler les données. Par exemple, vous pouvez faire un map. On a tous fait ce genre de choses-là. Voilà, vous voulez multiplier par 2 tous les éléments d'un tableau, vous faites un map, vous appliquez une fonction, ça va vous transformer tous les éléments de votre tableau et les multiplier par 2. Vous avez la méthode filter. Vous vouloir filtrer un tableau, vous avez une méthode qui va s'appliquer à une collection. Voilà, et vous allez filtrer toutes les données qui sont supérieures à 3 et ça va vous renvoyer un tableau filtré. Vous avez aussi reduce, un accumulateur, un agrégateur. Donc, il va prendre vos données et il va les agréger et vous sortir qu'une seule donnée à la fin. Donc là, par exemple, on va faire la somme de tous les éléments du tableau et ça va vous donner 15. Donc, vous lui passez une méthode qui prend la valeur initiale, la nouvelle valeur, et lui va vous appliquer une méthode là-dessus. Donc là, le sum, ça correspond à faire ce genre de choses.
Là, c'est un petit rappel au cas où, vraiment, parce que j'ai pas, sur les exemples précédents, j'ai pas trop utilisé les arrow functions, mais avec ES6, on a introduit ce qu'on appelle les arrow functions. Donc voilà, les 3 lignes qui sont là, que vous voyez ici, sont équivalentes. Donc voilà, je demandais à ceux qui avaient fait du C#, parce qu'en C#, c'est le genre de choses qu'on fait depuis quelques années, et les gens sont habitués. Mais en JavaScript, c'est vrai que c'est arrivé avec ES6. Donc dès que vous travaillez sur une application avec du Babel ou du TypeScript, eh ben, vous allez travailler avec des arrow functions. Et donc l'exemple qu'on a vu tout à l'heure avec le map, en 2 lignes en faisant quelque chose comme ça. Donc c'est beaucoup plus simple à lire. Voilà, donc ça c'est les arrow functions. Donc vous allez voir pas mal de ce type de notation-là dans les exemples qui viennent. Ici, ça a également introduit les iterables, les itérators. C'est cette notion-là, ça permet de créer une collection. C'est-à-dire que ça va permettre de définir qu'est-ce qu'une collection de données. C'est vraiment le dénominateur qu'une collection. Sur un tableau, bon, c'est une collection, mais c'est fini, etc. Alors que là, on va essayer de définir on va dire, un dénominateur commun à tout ce qui est collection de données. Et donc ça, c'est là où va intervenir les itérables. Donc quelque chose d'itérable, si on peut parcourir ces valeurs. Voilà, donc on peut demander, donc pour en anglais, la prochaine valeur. On utilise un itérateur pour accéder à ces valeurs. Donc, typiquement, un array, c'est un itérable. Vous allez récupérer un itérateur et ensuite vous allez demander un next, 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 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de valeur. Donc ça, c'est vraiment cette notion de pool, c'est-à-dire on va demander, on va aller chercher la donnée. On est le consommateur, on va aller chercher la donnée. Vous avez les sets, donc qui sont aussi des itérables. Vous créez un set, c'est quelque chose qui vient aussi avec ES6. Vous allez rajouter 3 valeurs, vous allez récupérer l'itérateur, et derrière, vous allez faire un next, 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 jusqu'à ne plus avoir de valeur à l'intérieur de votre collection. Les dictionnaires, les maps, sont aussi des itérables. Donc là, par contre, vous pouvez avoir un itérable pour les valeurs. Ça va vous renvoyer uniquement les valeurs. Un itérable pour les clés. Vous allez avoir un itérable qui va vous renvoyer les clés uniquement. Et un itérable qui va vous renvoyer les entrées. Donc clé valeur, clé valeur, clé valeur à chaque fois. Je me demandais si les personnes avaient fait du C#. C'est le genre de choses qui existent aussi avec voilà, l'interface IEnumerable et link avec C#. Bon, c'est quelque chose qui existe déjà dans d'autres langages qui ont été introduits, qui vont permettre de générer des itérables. Donc ça, c'est plutôt assez touchy également. Donc voilà comment créer un itérable assez facilement avec un générateur. Vous créez l'itérateur avec trois données derrière, et derrière, vous les appelez next, 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 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de valeur. Si on regarde un exemple un peu plus complexe d'un itérateur, voilà, vous en avez un ici par exemple, vous allez créer donc un itérateur, là vous allez faire un tant que true, vous l'appelez comme ça, bon, ça va partir à l'infini, alors que là c'est un itérateur, donc ce qui va se passer c'est que le yield va bloquer jusqu'à la prochaine demande. Donc quand vous allez créer votre itérateur ici, vous appelez next, une fois. Donc le temps que true ici, quand vous exécutez cet exemple-là, c'est à la demande. C'est-à-dire que vous allez demander la valeur et il faut qu'elle soit disponible immédiatement. Vous allez demander la valeur et on va vous la sortir. On va vous sortir voilà, ça s'appelle make random, on n'a pas la valeur. À la demande. C'est vous qui demandez la valeur et le générateur vous la fournit. Ça, c'est top. Donc ça permet typiquement d'unifier vraiment tout ce qui est manipulation de données, de collection, avec une interface unique, une API unique, les itérables, les itérateurs. Donc vous pouvez créer des structures custom qui implémentent itérables et itérateurs. Donc voilà, tout ce qui est gestion de données, voilà, un array c'est un itérable, mais c'est un itérable qui va avoir une taille spécifique. Après, vous allez avoir d'autres itérables. Donc tout ça, c'est voilà, une interface unique pour unifier tout ce qui est manipulation de données, de manipulation de collection. Par contre, ça fonctionne uniquement avec des objets synchrones. Valeur à partir sur un itérateur, il faut que la valeur soit disponible tout de suite. Si elle n'est pas disponible tout de suite, ça va bloquer. Et si ça bloque, vous savez, JavaScript, il faut que ça soit asynchrone, sinon derrière, ça vous allez bloquer le process. Et donc c'est là que qu'arrive l'asynchrone. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez quelque chose qui réponde tout de suite ou alors qui soit asynchrone. Et avec les collections, c'est pas synchrone. Si on pense au synchrone avec la notion de pool en anglais, c'est-à-dire on va demander l'info, on va essayer de penser à l'asynchrone avec la notion de push. C'est-à-dire qu'on va vous pousser les données.
C'est-à-dire qu'en JavaScript, la 5 est gérée par les événements. Voilà, il y a la boucle d'événements JavaScript qui va nous pousser des valeurs. Et ça, c'est typiquement tout ce qui est événement en JavaScript. Enfin, tout ce qui est asynchrone en JavaScript, c'est géré par des événements. Les événements du DOM. Donc, typiquement, voilà, vous allez récupérer un bouton. Vous allez rajouter un événement, vous abonner à l'événement click avec une méthode. Vous allez faire quelque chose lorsque vous allez cliquer sur l'événement, et ensuite vous allez vous supprimer le listener, vous désabonner du listener. Donc ça, c'est l'événement du DOM. Voilà, c'est une gestion avec les boutons. Vous pourrez gérer. C'est utilisé aujourd'hui en développement web. Vous avez aussi les callbacks. Les callbacks, c'est des événements. Voilà, vous avez tous eu l'occasion d'écrire ce genre de code. Bon, c'est pas joli. Bon, c'est résolu aujourd'hui par certaines choses comme async await en Node.js 7 par exemple. Ça permet un peu de rendre le code un peu plus lisible. Voilà, ça c'est un événement aussi. Vous l'avez pas mal utilisé. Typiquement dans XML HTTP request, voilà, vous allez exécuter une requête, vous allez vous abonner à l'événement load. Derrière, ça va appeler une méthode, et dans cette méthode, vous allez parser la réponse, etc. Ça va vous créer une méthode avec un callback qui va être rappelé lorsque la requête sera terminée. Une autre façon d'utiliser les événements. Là, vous allez me dire, bon, et les promesses, c'est vrai que les promesses en Angular 1, c'était top, quoi. Voilà, ça a permis de résoudre un peu tous ces problèmes de callback. On avait, voilà, bon là, c'est HTTP, le $HTTP, l'équivalent de $HTTP en Angular 1. Non, ça a été rajouté comme une API dans Chrome et dans Safari. Vous avez la méthode fetch. Voilà, avec les promesses, c'est sympa. Vous faites un zen, vous vous abonnez, et puis derrière, vous allez pouvoir enchaîner des appels. Et là, on voit plus trop les callbacks. Enfin, ils y sont, mais enfin, on voit plus trop les événements. Mais derrière, c'est toujours un événement. C'est pas un événement du DOM, c'est un événement avec du callback, mais c'est toujours un événement. Donc les promesses, c'est top, mais en fait, on s'est vite rendu compte que c'est un peu limité. C'est bien, on l'a vu pour les $HTTP et tout ça en Angular 1, mais c'est vite limité parce que on peut pas les annuler. Ça résout pas tout. On ne peut pas annuler une promesse. Voilà, vous faites une requête, vous lancez une requête HTTP, vous ne pouvez pas l'annuler. Elle va partir et vous ne pourrez pas l'annuler. Vous pouvez gérer qu'une seule valeur. C'est-à-dire que quand vous faites un resolve dans une promesse, ça renvoie qu'une seule valeur. Vous pouvez renvoyer un tableau d'une valeur, mais ça va renvoyer qu'une seule valeur à la fois. Ça va ne résoudre qu'une seule fois. Voilà, c'est moins le cas pour gérer plusieurs valeurs. Donc ça, c'est un peu dommage, vous êtes un peu limité. Je vais revenir là-dessus. On peut pas, typiquement, il faut imaginer la géolocalisation. Vous allez vous abonner à la géoloc. La géoloc, elle va vous envoyer une position, par exemple, vous allez vouloir prendre une position toutes les 1 seconde. Avec une promesse, vous allez vous abonner à l'API watch location du navigateur. Il va vous envoyer la valeur une fois et c'est tout. Et si vous voulez récupérer la valeur toutes les 1 minute, vous voulez récupérer votre nouvelle position, là, vous êtes obligé de faire du code, etc. Et c'est dommage, ça va ne résoudre qu'une seule fois. Donc là, qu'est-ce qu'on veut faire en fait? En fait, ce qu'on voudrait faire, c'est pouvoir faire la même chose qu'on a fait avec les itérables et les itérateurs côté synchrone. C'est de faire la même chose, mais côté asynchrone avec les événements. C'est avoir une API qui va permettre d'unifier tout ça. Donc ça, c'est vraiment, voilà, et ce serait l'idéal. Et en plus, on veut pouvoir gérer plusieurs valeurs facilement. On veut pouvoir libérer les ressources automatiquement, ne pas avoir à faire des remove event listener ou des choses comme ça. Ou quand on fait un scope.watch en Angular 1, il fallait faire un scope.unwatch. Bon, si on oubliait de le faire, derrière, au niveau performance, c'était toujours un peu plus difficile. Donc, voilà, on ne veut pas se soucier de ce genre de choses-là. On veut pouvoir l'annuler quand c'est plus nécessaire. Et aussi, vous vous rappelez les librairies, la map, filter, reduce qu'on utilise facilement sur les collections de données. On veut pouvoir également les utiliser sur nos événements. Et donc ça, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, le titre de la présentation que j'ai repris de Rob Wormal, qui est un ingénieur software engineer chez Google. Donc, c'est tout considéré comme un stream. On va vraiment tout considérer comme un stream. Donc, la bonne définition, c'est celle d'André Staltz, qui est un membre éminent de la communauté de la programmation réactive, qui dit que la reactive programming is programming with asynchronous data streams. Donc, qu'est-ce qu'un stream? Un stream, c'est simplement une collection qui se constitue dans le temps. Typiquement, voilà une collection, vous avez les données, vous savez, voilà, vous avez trois valeurs dedans, alors qu'un stream, c'est la même chose, mais dans le temps.
C'est des données qui vont arriver dans le temps, progressivement dans le temps. C'est vraiment ça qu'il faut visualiser. Et donc, c'est là que viennent les observables. Donc, les observables, c'est un autre nom un nickname, on va dire, des streams. Certains parlent de streams, certains parlent d'observables. Et donc, un observable, bah, c'est comme une collection. C'est pareil, une collection est un observable, sauf que les données arrivent dans le temps de manière asynchrone. Donc, un observable, c'est comme une promise, sauf que l'on peut manipuler plusieurs valeurs avec. Et en plus, on peut utiliser des méthodes comme map, filter et reduce. Et bien plus encore, parce qu'avec les observables, on va gérer la notion du temps, et on va également gérer la notion d'asynchronisme. Donc, on va avoir d'autres méthodes pour gérer ces notions de temps et d'asynchronisme. Donc, c'est là que Microsoft a développé une API donc pour faire de l'asynchronous programming avec les streams, qui est ReactiveX. Donc, ReactiveX est donc l'initiative de Microsoft Open Technology, donc qui propose plusieurs implémentations dans plusieurs langages, dont une en JavaScript qui est RxJS. Voilà, c'est ça qu'on va utiliser ici dans les exemples, et c'est celle qui est utilisée par Angular 2. Parce qu'il y a d'autres bibliothèques qui existent pour faire de l'observable. Il y a Xstream, il y a Most.js. Voilà, c'est pour les plus importants, on va dire. Donc, voilà, donc là, je vous présente un peu l'API observable. Donc, qu'est-ce qu'on a? En fait, on va retrouver, donc on va créer un nouvel observable. Donc là, on utilise l'API RxJS. On va passer en paramètre un observer. Donc là, il faut imaginer un peu, comparer un peu avec les promesses. Les promesses, vous passez juste une méthode resolve et une méthode reject. Sauf que là, il y a beaucoup plus de choses. Vous pouvez donc faire l'équivalent d'un resolve, c'est-à-dire faire le next. Vous allez pousser une valeur vers le monde extérieur. Sauf que là, vous allez pouvoir le faire plusieurs fois. Alors qu'avec une promesse, le resolve, vous l'appelez une fois et c'était fini. Alors que là, vous allez pouvoir pousser autant de valeurs que vous voulez. Donc là, on a un exemple avec, voilà, on envoie plusieurs valeurs. Vous allez pouvoir propager les erreurs, donc renvoyer une erreur comme vous faisiez avec une promesse, avec le reject. Par contre, dire que le stream, vraiment l'observable, est terminé. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus jamais d'événement. Donc ça, c'est le compile. Donc ça, on n'avait pas ce genre de choses dans les promesses. Ensuite, comment consommer cet observable? Ici, on a un exemple. Voilà, vous allez créer un observable et ensuite, vous avez une méthode qui s'appelle subscribe. Vous allez lui donner 3 méthodes. La méthode qui va être appelée à chaque appel de next, une méthode qui va être appelée en cas d'erreur et une méthode qui va être appelée lorsque le flux sera terminé. On va faire une petite démo. Voilà, tac. Donc ici, vous avez le code. Voilà, ici, j'utilise observable Rx. Je crée un observable. Et je complète. Et ici, voilà, je log dans la console l'erreur, la valeur ou donne lorsque c'est terminé. Donc si j'exécute cet exemple-là, voilà, donc j'ai affiché la console, hein, la partie HTML, on s'en moque un peu là. Donc voilà, 1, 2, 3, done. Voilà. Si on peut faire autre chose, on peut mettre une erreur, quelque chose comme ça. Voilà, et donc ça fait 1, 2, 3, erreur, voilà, par exemple. Donc ça, c'est voilà, comment créer un observable et comment l'utiliser. Et après, des méthodes utilitaires dans RxJS qui vont vous permettre de créer des observables plus facilement. Donc typiquement, tout ça, là, je vais le remplacer par quelque chose comme ça. Donc je vais créer un observable à partir avec 3 valeurs. Run, tac. Donc là, on a l'équivalent 1, 2, 3. Vous avez d'autres méthodes, vous pouvez faire un range, vous allez partir de 1 et vous allez aller jusqu'à 3. Tac. Voilà, toujours. Je vais refaire run. Donc ça, c'est équivalent. Voilà, 1, 2, 3. Vous allez pouvoir créer un observable à partir d'un tableau. Alors, tac. 1, 2, 3. Voilà, à partir d'un tableau. 1, 2, 3. Et après, vous allez pouvoir faire des trucs encore plus avancés. Créer
avec une méthode intervalle, vous allez envoyer une valeur, un compteur de 0 au temps qu'on veut. C'est pareil par 1000 millisecondes. Donc là, bon, ça ne va jamais se terminer. Voilà, vous avez toutes les secondes, vous avez une nouvelle valeur. OK, et si on veut faire un peu l'équivalent, on a vu que ça commençait par 0. Si on veut faire un peu l'équivalent de ce qu'on avait avant, on peut faire un skip 1. Donc on va skipper la première valeur, le 0. Et on va prendre que 3 valeurs. Voilà, par exemple, ce qu'on peut. Là, les données sont pas, elles sont envoyées dans le temps. Donc voilà comment on peut créer ce genre comment on peut créer des observables assez facilement. Ensuite, là, c'est plutôt pour la partie. Tout à l'heure, je vous parlais on pouvait annuler on pouvait pas annuler des requêtes HTTP, mais on peut annuler des observables. Donc typiquement, ici, on crée un observable. On va créer un intervalle de temps. Donc toutes les 100 millisecondes, on va émettre un événement avec un compteur. Donc on va incrémenter. On va envoyer 1, 2, 3, séparés à chaque fois par 100 millisecondes. Donc on va s'abonner et on va renvoyer des données. Et donc ça, c'est l'API qui veut ça. C'est-à-dire que quand vous créez votre observable, si vous renvoyez une fonction, cette fonction sera utilisée comme fonction de dispose ou de cancellation, quoi. C'est pour unsubscribe. Et donc cette méthode-là sera appelée lorsque vous appellerez ici votre subscriber qui sera créé à partir de votre observable. Subscribe, et bon, ça ira appeler cette méthode-là. Donc ça va pouvoir vous permettre d'annuler des observables. Donc ici, voilà, ici on a l'exemple. Bon, j'ai mis 500 millisecondes pour aller un peu plus lentement. Et je dispose, quand je ne dispose pas instantanément, je mets un petit intervalle pour attendre 5 secondes avant d'annuler. Parce que sinon, si j'appelle directement unsubscribe, il ne va rien se passer, on va tout de suite se désabonner et on ne verra rien. Donc la méthode de dispose, elle est là, on clear, on exécute, et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc toutes les 500 millisecondes, toutes les demi-secondes, on envoie une valeur jusqu'à 5 secondes. On arrête. Voilà, donc ça va vous permettre d'annuler des... Donc là, les observables en image. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les marble diagrammes. Donc c'est plutôt intéressant pour essayer de visualiser un peu le truc. C'est vraiment intéressant. Donc voilà, vous avez les ronds, c'est des événements. Donc ça peut être une valeur, ça peut être tout et n'importe quoi. Un événement saisi un clic sur un bouton par exemple, ou l'envoi d'une valeur, ça peut être vraiment n'importe quoi. Vous avez la croix qui est l'erreur, le petit trait ici qui est le signal pour dire que le stream est terminé, est complet. Et puis vous avez la version aussi ASCII, donc qui est pas mal pour tout ce qui est documentation et tout ça. Donc voilà, on retrouve un peu voilà la ligne du temps avec la flèche. On retrouve le pipe qui est en fait le signal pour dire qui indique que le stream est terminé. Et puis ensuite vous avez les valeurs, donc ici représentées par des caractères. Et le X qui représente l'erreur. Donc là où je voulais en venir sur cette première partie de la démo, vraiment cette dualité pull-push. C'est-à-dire que avec les itérateurs côté manipulation de données, cette notion de pull, c'est-à-dire qu'on va demander des valeurs. C'est vous qui allez chercher les données, c'est vous qui êtes le maître en fait. Alors qu'avec les observables, on est plus sur cette notion de push, c'est-à-dire que vous êtes à être en attente des données, on va vous pousser les valeurs quand elles seront disponibles. On retrouve un peu le Hollywood Principle, c'est-à-dire don't call us, we'll call you. Là, on va vous appeler pour vous dire qu'il y a des nouvelles valeurs qui sont disponibles. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on a un peu la même API. Donc c'est ça qui est intéressant. Voilà, on va utiliser les mêmes méthodes un peu et les mêmes principes. Et l'intérêt est là. Donc on a vraiment unifié la gestion des événements avec les observables, de la même façon qu'on a unifié la gestion des collections et des données avec les iterables. Donc si on résume un peu, voilà ce que ça donne. Si vous renvoyez qu'une seule donnée et que vous êtes en mode synchrone, c'est un objet. Si plusieurs valeurs, c'est des iterables. Une valeur, c'est une promesse en asynchrone. Et un observable, quand il y a plusieurs valeurs. Donc ensuite, on peut utiliser l'observable dans les 4 cas. Et ça, c'est un tableau que j'ai repris d'une présentation qui s'appelle Promise to Not Use Promise par une personne de chez Netflix.
et c'est que j'ai plutôt aimé, enfin j'ai bien aimé le titre, parce que pour moi, aujourd'hui, voilà, tout ce qu'on peut faire avec les promesses, on peut le faire avec les observables, et avec les observables, on peut faire bien plus encore. Et ça peut être, c'est pas que pour le front, c'est aussi côté back. Vraiment, on peut tout gérer côté back avec les observables, c'est vraiment intéressant. Donc, si on revient à nos événements, donc tout à l'heure je vous disais, voilà, tous les événements peuvent être gérés par observable. Donc, si on regarde ce que ça donne pour les événements du DOM, voilà ce qu'on a. Donc ici, j'ai dans mon fichier HTML, voilà, j'ai un bouton qui s'appelle MyButton. Donc, pas mal. Donc ici, je vais récupérer mon bouton avec du code HTML classique, du code JavaScript classique. Je récupère mon bouton et je crée un nouvel observable. Je vais rajouter un événement. Je vais me rajouter à l'événement click. Donc, dès qu'il y aura un clic sur ce bouton, je vais appeler la fonction onClick qui est là. Et que fait la fonction onClick? Elle appelle juste la méthode next avec l'événement du bouton, du clic. Et comme méthode de dispose, je vais faire mon remove event listener. Comme ça, si je veux annuler ou quand le flux est terminé, on remove, on se supprime du listener. Subscribe et on log à chaque next, on log l'événement. Donc, qu'est-ce que ça donne? Le bouton il va s'afficher ici sur HTML. Voilà, il est là. Et quand on clique dessus, vous avez l'événement qui est logué dans la console. Donc, ça, c'est l'événement pur et dur. Il y a toutes les données dedans. Voilà, donc là, je clique et j'ai l'événement qui est... Donc, tout ça, c'est bien. Et il faut savoir que la bibliothèque RxJS fournit des petits raccourcis pour ça. Vous avez une méthode qui s'appelle FromEvent qui vous permet de créer ça plus facilement. Donc, vous lui donnez l'objet et l'événement sur lequel vous voulez vous abonner. Et vous allez avoir le même résultat. Voilà. Voilà, vous allez pouvoir créer des observables assez facilement comme ça. Voilà, c'est ce que je vous montrais. Donc, on a remplacé le gros constructeur par une ligne de code. Ensuite, vous avez les méthodes que je vous parlais tout à l'heure, map, filter, reduce. Vous allez pouvoir les utiliser également assez simplement. Donc, on a vu qu'on pouvait créer des observables à partir d'un bouton. On peut aussi le faire à partir d'un champ input. Donc, ici, on récupère un champ input qui est défini dans le HTML. Voilà, input text, type. Je le récupère ici. Et là, je crée un stream des événements. À chaque fois que je tape sur le clavier, je vais récupérer cet événement-là. Et donc, voilà, je crée mon événement sur l'événement qui est up, je crée mon observable. Ce que je fais, je vais faire un map, c'est-à-dire que tout à l'heure, j'avais l'événement complet global. Bon, là, ce qu'on veut, c'est récupérer vraiment la valeur en cours sur le champ input. Et donc là, on va faire un map, et à partir de l'événement qui est renvoyé par le stream, je crée un autre observable avec juste la valeur voulue, c'est-à-dire la valeur qui est dans le champ de saisie. Et là, toujours pareil, je subscribe et je log la donnée. Donc là, au lieu d'avoir vraiment l'événement ici, si je tape, voilà, qui est logué, donc là, j'ai vraiment les données qui apparaissent. Donc là, c'est plutôt... je vais revenir. Là, vous pouvez voir un peu la version, le map. Dans les documentations, les opérateurs, vous aurez souvent ce type de documentation-là. Voilà, si vous avez un observable avec ces données-là, et que vous appliquez une méthode map avec la méthode, ça sera je rajoute 1 à chaque valeur, et vous allez avoir un autre observable qui auront ces données-là. Donc ça, c'est un peu, voilà, ça permet un peu de documenter les différents opérateurs. Donc le scan reduce, alors le reduce tout à l'heure, je vais aller sur la démo directement pour qu'on la voit. Quand on gérait les données, il y avait une méthode qui s'appelait reduce, sauf que là, il n'y a pas que c'est pas des données statiques, quoi. On a le temps et on a l'asynchronisme. Donc en gros, en observable, il y a deux méthodes, il y a scan et reduce. Et si on regarde avec un petit dessin, ça sera plus simple. La méthode scan,
va vous faire le reduce, mais au fur et à mesure. Donc ici, vous avez la valeur 1. Ensuite, vous avez la valeur 3. Ensuite, vous allez avoir 3 plus 3, 6. Vous allez après, ensuite, vous allez avoir 4 plus 6, 10. Ensuite, vous allez avoir 5 plus 10, 15. C'est la version, c'est à la fin du signal, quand c'est terminé, il va vous renvoyer la valeur finale. Donc, ce n'est pas progressif. Donc, si vous voulez, cet opérateur-là, scan, il est plutôt arrangé dans la catégorie des agrégateurs. Et l'opérateur reduce, là, il est plus dans la partie mathematical operators. Mathématiques. Donc, c'est pour ça que là, c'est scan en RxJS, mais c'est l'équivalent de reduce. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette démo? On a un bouton increment avec la valeur 1, le texte plus. On a un bouton decrement avec la valeur moins 1, texte moins. Et une valeur au milieu avec la valeur finale, output qui démarre à 0. Si on regarde le code, on récupère nos trois éléments HTML, donc nos deux boutons et notre span, ou notre div, bref. Ici, on définit une méthode qui va aller à partir d'un événement, parser la valeur de l'événement et le convertir en entier. C'est typiquement pour convertir le texte qui est ici, 1 et moins 1, ben, en entier 1 et moins 1. Et ensuite, vous avez créé deux observables, donc un à partir de l'événement click du increment button, un à partir de l'événement click du bouton décrément. Derrière, vous avez mergé les deux flux pour en créer un seul flux, le flux des changements, plus, moins, plus, moins. Ensuite, vous allez mapper ça à l'événement click, mais pour récupérer la valeur, donc soit 1, soit moins 1. Parce que bon, l'événement, là, il ne nous intéresse pas. Donc, c'est pour ça qu'on appelle la méthode getValue qui est définie ici un peu plus haut. Et ensuite, on va sommer tout ça avec une méthode scan, donc qui va vous faire la somme de tous les éléments qu'on a depuis qu'on a commencé. Donc derrière, on s'abonne et à chaque événement, on met à jour le span inner text avec la valeur en cours count. Et au passage, je log pour débugger. Donc quand j'exécute, voilà le genre de choses qu'on a. Voilà, donc je fais plus, moins, et voilà, tout ça c'est fait automatiquement avec les observables. Pour expliquer un petit peu, si on peut mettre, si on ne fait pas le... il est où ça, hop. Si on ne fait pas la somme, et qu'ici on passe directement... On va enlever une étape. Voilà, quand je fais le plus, hop, value is not defined. Values. Tac. Donc plus. Voilà, bon, là, il y a si 1, il y a voilà, moins 1. Et voilà, donc là, il manque la somme. Donc ça, si on représente ça avec les marble diagrammes, enfin en tout cas en mode ASCII, ça donne quelque chose comme ça. Donc vous avez le premier flux increment. Donc vous avez un événement, incrémente, 3 événements d'incrémentation. Vous avez l'autre flux qui est celui de décrémente, vous allez avoir aussi des événements dedans. Ensuite le change stream, donc c'est celui où on fait un merge, donc on merge les deux. Donc vous allez avoir, ça va vous transformer ça en un seul flux. Derrière, vous avez le value stream, c'est celui qui faisait le map, donc qui vous transformez l'événement en faisant le parse int et vous transformez en valeur, donc la valeur qui était dans le composant HTML, donc que ce soit plus 1, soit moins 1. Et ensuite, vous avez le total stream qui vous faisait le scan. Et donc, qui vous faisait la somme. Et donc, ça donne ce genre de choses-là pour expliquer, voilà, c'est assez pratique. Donc, dans Angular 2, ils sont utilisés à beaucoup d'endroits. L'un des premiers, celui que vous avez dû voir en premier, c'est de l'HTTP. C'est-à-dire qu'à partir de la bêta 2 ou la bêta 3, Angular a décidé de ne plus renvoyer des promesses. Il ne renvoie plus de promesses, mais de renvoyer des observables. Après, vous pouvez toujours, une fois que vous avez l'observable, appeler une méthode qui s'appelle toPromise pour récupérer la promesse et fonctionner comme avant. Mais depuis, voilà, Angular 2 a décidé de renvoyer des Donc, ça donne ce genre de choses-là. Donc, vous récupérez un impute. Là, c'est un exemple de recherche.
Vous allez récupérer les événements d'un champ de saisie. Vous allez les mapper pour avoir la valeur. Donc là, vous allez taper voilà, H, E, L. Et derrière, donc, vous allez, à partir des données saisies, les mapper sur une requête HTTP. Donc les données qui vont être saisies, à chaque fois que vous allez taper sur votre clavier, ça va lancer une requête HTTP. Par exemple, voilà, vous allez faire une API qui va faire une recherche. Il faut penser ça un peu à un petit champ de saisie de recherche. Et derrière, bon, $HTTP, enfin le HTTP Angular 2, vous renvoie un observable sur lequel vous allez pouvoir travailler. Et ici, typiquement, vous allez créer un objet de JSON pour pouvoir après le manipuler plus facilement. Et donc là, vous avez une méthode qui n'est pas map, mais qui est flat map. Parce qu'en fait, $HTTP, enfin HTTP GET là renvoie un observable. Et si vous voulez, voilà, pour expliquer, avec les marble diagrammes, c'est beaucoup plus simple. Ce que vous avez, si vous faites juste un map, vous avez ça. Vous allez avoir un observable d'observable. Alors que si vous faites un flat map, lui, ce qu'il va vous faire, c'est qu'il va vous flatter, en quelque sorte, aplatir le stream. C'est un peu comme si vous faisiez un concat all avec des tableaux. Quand vous avez un tableau de tableaux, vous faites un concat all, il ne vous fait plus qu'un seul tableau. Il vous concatène tout. Là, c'est un peu pareil. Donc là, on voit que lorsqu'on fait en un observable avec un événement qui est envoyé à ce moment-là du temps, la réponse, ça va arriver un peu plus tard dans l'autre flux. Donc, c'est ce qui est fait ici. Donc là, on va pouvoir, avec les observables, faire ce genre de choses-là. Équivalent en ASCII, voilà. Alors, les minuscules, c'est la requête, et en majuscule, c'est la réponse. Ici, ce qu'on peut voir dans cet exemple-là, lorsqu'on fait une recherche de champ de saisie, dans un champ de saisie, on se moque un peu de la réponse B. Parce que typiquement, on a déjà tapé C, l'événement qui a été envoyé avant, on s'en fout maintenant parce que on a tapé C, donc il faut annuler B et ne prendre que C. Donc ça, c'est l'intérêt de l'autre méthode qui est flatmap la test. Map, mais on va prendre que la dernière valeur. C'est-à-dire qu'on va annuler les précédentes. Si vous tapez AZERTY, si vous avez tapé A, après il va faire une recherche avec AZ, après il va faire une recherche avec AZE, mais si vous tapez vite, lui il va annuler toutes les requêtes précédentes et il va vous faire que la requête AZERTY. Et donc ça l'intérêt, c'est pour optimiser les perfs. Ça va vous permettre, typiquement, grâce à ça, vous allez pouvoir annuler les requêtes qui servent à rien. Alors qu'avant, en composant d'autocomplétion, les requêtes elles partaient quand même si on ne gérait pas après les résultats, c'était dommage. Donc ça a été renommé depuis en switch map, le plus souvent sur du Angular 2. Donc voilà, ça permet d'annuler, on ne prend que la dernière, quoi. Ensuite, vous allez pouvoir, avec les observables, faire plus facilement des retries. Avec les observables, vous allez pouvoir les rejouer, vous pouvez pouvoir en faire ce que vous voulez. Donc, vous allez pouvoir faire, si vous avez des mauvaises collections, vous pouvez rajouter un retry 3 sur toutes vos requêtes HTTP. Comme ça, vous êtes sûr que si c'est une application qui est utilisée sur un mobile, au pire, ça coûte rien, quoi. Ça coûte rien. Vous allez pouvoir faire du pooling aussi, plus facilement. Donc ici, voilà, vous allez créer un observable qui, dans le temps, toutes les 5 secondes, va envoyer un signal. Donc, toutes les 5 secondes, vous allez avoir un signal. Et à toutes les 5 secondes, vous allez envoyer une requête qui va appeler va envoyer telle donnée. Et vous allez pouvoir faire ça très simplement, voilà, avec une ligne de code. Et ensuite, vous avez également dans Angular 2 les reactive forms. Vous avez les templates forms jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils ont rajouté des reactive forms. Le but, c'est quoi? C'est de travailler avec les observables. Que vous puissiez aller dans votre formulaire, aller chercher un observable pour savoir lorsque dans mon formulaire, le champ name, je veux son observable. Comme ça, je peux travailler avec. Par exemple, voilà, ici, vous avez un formulaire avec un champ de saisie. Le champ de saisie s'appelle name. Ici, vous affichez les personnes. Vous allez pouvoir récupérer l'observable du changement dans ce formulaire, de ce champ-là. Et ensuite, avec la 5 pipe, qui est également nouveau, vous allez pouvoir dire à Angular, attention, c'est un observable. Voilà, il faut que tu te subscribes, il faut que tu t'unsubscribes. Et quand vous allez coder en Angular, vous n'allez jamais voir de subscribe, vous n'allez jamais faire de unsubscribe. Voilà. Tout ça, ça va être caché par les composants, par tout ce qui est Angular. C'est ça l'intérêt. Et l'intérêt, on va le voir tout de suite avec la dernière démo. Donc ici, j'ai une petite démo qu'on va
Ensuite, alors, que fait la démo? C'est assez simple. Je vais me remettre là. Petit composant de recherche qui va être sur l'API de YouTube et qui va afficher les vidéos. Voilà. Je tapais RxJS, il va m'afficher les vidéos RxJS. Voilà. GDG Toulouse. Vous voyez un peu le. Donc, cette appli-là, alors je passe quelques fichiers, mais je voulais montrer sur le app module. Vous avez ici, voilà, vous n'avez pas Forms module, mais Reactive Forms module. Voilà, déjà pour dire que ce n'est pas les formulaires classiques, pas les formulaires template driven, c'est les formulaires réactifs. Et ensuite, les composants, je vais vous montrer, bon, j'ai mis les deux dans le même fichier, ok, c'est pas bien, mais je l'ai fait. Et là, ce qu'on voit dans les composants, donc là, vous en avez un premier, c'est le composant qui affiche le résultat. Donc, on affiche le titre, le channel title, vous allez afficher l'image. Composant, le parent, qui va faire la recherche, qui a le formulaire et qui va afficher les résultats. Ça, c'est le deuxième. Et dans les deux composants, qu'est-ce qu'on voit? Et c'est là où le plus important, c'est ce paramètre-là. Change detection strategy on push. Donc, il y a deux valeurs, c'est on push et default. Default, c'est l'ancien mode Angular 1 et le mode scope, le digest cycle, le dirty checking, le truc qui va checker à chaque fois qu'il y a quelque chose qui bouge, paf, on va relancer tout le cycle digest et tout ça. Enfin, c'est ça qui va. Dès qu'on commence à faire des applications un peu complexes. Et là, on va juste dire Angular, écoute, moi je vais te dire quand est-ce qu'il faut que tu te rafraîchis, tu fais rien, et c'est ça qui va permettre d'améliorer vraiment les performances. Et c'est là où on va être vraiment en mode push, en mode réactif, c'est-à-dire je te dis quand tu vas te rafraîchir, ne m'appelle pas, ne viens pas voir si j'ai des trucs qui ont été modifiés, je te le dirai. Et c'est ça qui va permettre de vraiment de faire des applications vraiment très performantes. Voilà, donc ça, vraiment, le but final, au final, c'est d'avoir ça sur tous les composants. Si vous avez une application où sur chaque composant, vous avez ça, c'est que votre application, elle est full réactive. Donc ici, dans cet exemple-là, bon, vous avez le formulaire qui est ici. Donc le champ, il s'appelle title. Vous avez le ng-for ici, avec le A5. Et ensuite, pour chaque vidéo trouvée, on va afficher le composant qui est défini un peu plus haut, qui va afficher les résultats. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ici? Là, vous voyez, sur le YouTube Form, dans les contrôles, je vais récupérer le title, qui est le champ de saisie, et je vais récupérer l'observable. Donc ici, vous voyez, vous avez pu le voir sur les différentes démos avant, qui rajoute à la fin. Ça, c'est juste une convention pour dire il s'agit d'un observable, il s'agit d'un stream. Bon, il y en a qui le mettent, il y en a qui ne le mettent pas. Si vous le voyez, ça veut dire qu'en gros, c'est un observable et ce n'est pas une simple observable. Donc là, on va récupérer un observable sur le changement du champ de saisie. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un switch map et on va aller taper dans le service YouTube Service et on va faire la recherche. Donc, on va aller voir ce petit service YouTube. Le petit service YouTube, qu'est-ce qu'il fait? Il est là. Il va balancer une requête sur le service de YouTube qui est là, qui est la query, et puis après l'API token, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait une requête, et bon là, on a quand même déjà, on pourrait enlever ça, mais parce que l'API gère aussi, l'API de YouTube gère bien le fait que si la query est vide, bon, il renvoie quelque chose, il plante pas, quoi, donc on pourrait s'en passer. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On map vers un objet JSON, et on renvoie donc la propriété items. Dans le résultat, il y a plein de données, mais nous, ce qu'on veut, c'est les items. Donc là, ce qu'on voit, c'est que ça va lui renvoyer un observable avec un tableau dedans. Donc c'est pour ça qu'ici, lorsqu'il n'y a pas il n'y a rien en entrée, ça ne sert à rien de faire la requête, on va lui renvoyer directement un tableau vide. Donc ça, ce genre de choses-là, on peut le changer, parce que c'est vrai que c'est pas super, on peut changer ça, c'est pas super, on va dire, programmation fonctionnelle, pas très observable, on peut remplacer ça. On va créer un observable à partir de la query. On va juste créer un observable à partir d'un objet. Donc vous allez avoir un flux qui va être quoi? On va émettre une donnée. Si là va se compléter, c'est fini. Mais après là-dessus, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un filter pour dire, bon, uniquement si il y a quelque chose dans la query. Sinon, tu fais pas la requête, tu vas pas plus loin. Donc on va filtrer. On va juste prendre les valeurs qui sont supérieures à qui ont enfin une query, quoi. S'il n'y a rien, on va pas faire la requête. Et derrière, on va faire un switch map.
pour appeler la requête HTTP. Hop. Tac. Et là, j'ai peut-être oublié quelque chose. Voilà, donc ça, c'est équivalent. Je vais exécuter. Donc là, c'est aussi lent que Angular. Donc, je vais taper RxJS. Voilà. Par contre, là, ce qui n'a pas été géré, c'est que si c'est vide, quand je vais revenir à... Bah, il va me laisser les données d'avant. Il ne me renvoie pas un observable, enfin, il ne me renvoie pas une donnée, un tableau vide. Donc là, il me manque quelque chose. Bah, si l'observable, il n'y a aucune donnée qui est renvoyée, eh ben, on va utiliser une méthode qui s'appelle default if empty, renvoyer un tableau vide. Voilà, donc vous allez avoir plein de méthodes comme ça, d'opérateurs qui vont permettre de faire ce genre de choses-là. Et là, l'intérêt qu'on a gagné en rajoutant switch map, c'est que si on tape rapidement, bah, les méthodes vont être annulées. Donc là, je vais refaire déjà ce test-là, et si je reviens à 0, bah, ça va tout m'effacer. Là, ce qu'on peut voir, lorsqu'on regarde le network, le flux qui transite, et que je tape vite. Ah, je ne vais pas taper assez vite, c'est rapide ici. On voit pas les cancels. Non, on voit les cancellables normalement. On les voit en rouge. Alors, tac, tac. Quelque chose. Ah, faudrait que je tape autre chose. Voilà, c'est un peu plus rapide parce qu'il est en cache. Donc Google renvoie vraiment rapidement. Donc là, on voit bien, là, si j'augmente, j'étais en cache, mais si je regarde un peu plus. Voilà, c'est comme ça l'aide. Les requêtes, quand on tape très rapidement, il arrive à annuler les requêtes précédentes et il garde que vraiment la dernière. Donc là, c'est vrai que c'est un peu idiot. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, on va agir en amont parce que c'est vrai que si quelqu'un tape assez rapidement, c'est idiot de faire la requête tout de suite. Donc on va rajouter d'autres types d'opérateurs qui agissent sur le temps. Et ça, on va le rajouter au niveau du composant. On va rajouter ici, là, hop, on va le mettre là. On va mettre un opérateur qui s'appelle debounce time. En fait, c'est en quelque sorte un anti-spammer qui va dire, bah, si on va laisser quand même 300 millisecondes, tout ce qui, dès qu'il va avoir une valeur, il va attendre 300 millisecondes avant de renvoyer une autre valeur. C'est-à-dire s'il y a plein d'autres valeurs qui sont saisies entre-temps, bah, on ne va pas les prendre. Donc, ce qui fait que les données qui vont être saisies, elles vont pas être émises. Ça va éviter de balancer des requêtes à gogo sur le... Donc, si je tape très vite, voilà, il n'y a qu'une seule requête qui est partie. Parce que j'ai pris... Mais maintenant, si je vais tout doucement, voilà. Ça, ce genre de choses-là, avant, il y avait des composants externes pour faire ce genre de choses-là très complexes, etc. Là, c'est fait assez facilement. Donc, si je tape très, très vite, voilà, si je laisse moins de 300 millisecondes entre chaque événement, il va me faire la requête une seule fois. Par contre, s'il y a plus de 300 millisecondes, il va me le faire plusieurs fois. Donc ça, c'est plutôt pratique. Là, j'aurais pu mettre une petite console. Et après, vous avez aussi, pareil, vous pouvez, si la personne saisit 2 fois la même valeur, vous avez une méthode qui s'appelle distinct till changed. Pareil, bah, si c'est la même valeur qu'auparavant, on oublie. Un petit... Je vais rajouter un petit log quand même ici. Distinct until change. Hop. Exécute. Console, ce sera toujours plus facilement
visible. Donc là, vous voyez, si je tape vite, ah. Distinct until change. Si, c'est bien ça. C'est moi qui ai dû me planter ici. Non, c'est bien ça, distinct until change. Il manque le E à la fin. Distinct until change. Hein? Plus fort? Ah, pardon. Voilà, ça c'est le classique aussi. Quand on passe, quand on rajoute les accolades, il ne faut pas oublier. Voilà, si je tape très vite, il n'y a que RxJS qui est envoyé. Et si je tape tout doucement, voilà, donc il faut au moins 300 millisecondes. Et par contre, si je tape RxJS une fois, voilà, et que j'efface et que je remets un S, là, il ne va pas renvoyer la requête. Donc ça, c'est le distinct until change qui fait ça. Donc voilà, vous voyez, avec plein de petits opérateurs comme ça, vous allez pouvoir faire des choses qui avant étaient beaucoup plus complexes à faire. Ça, vous allez le retrouver vraiment partout dans Angular, dans le routing. Bah, vous voyez ici dans le routing, hop, ici vous avez ça vous renvoie les paramètres de l'URL sont renvoyés sous forme d'observables. Bah, vous allez pouvoir vous abonner aux paramètres de l'URL. Dès que le paramètre ID va changer, bah, vous allez faire mettre à jour vos datas. Vous allez pouvoir faire la même chose. Et après, bon, ils sont vraiment partout. Et ensuite, vous l'avez aussi dans tout ce qui est la version Redux d'Angular 2, qui est NGRX Store. Pareil, c'est plein d'observables, on en a partout. Voilà, le but, c'est d'avoir des change strategy detection à on-push partout et d'avoir vraiment uniquement du développement, un modèle de programmation réactif. Donc voilà, n'oubliez pas que tout faut considérer vraiment tout est considéré comme considérer tout comme un stream, comme un observable. Voilà, les ressources, donc la présentation sur laquelle je me suis basé, Everything is a stream. Vous avez donc cette présentation qui est la présentation de base, celle qu'il faut lire vraiment, celle d'entrée Staltz. Vous avez le site des Marbles et le site des Reactive Extensions. Donc là, c'est vraiment top. Dès que vous voulez voir ce que fait un opérateur et tout ça, vous avez les images. Vous avez tous les opérateurs. Dès que vous avez un opérateur qui fait, c'est là, vous les avez tous. Distinct, flatmap, window. J'essaie d'en trouver un qu'on a vu. Voilà, le default if empty, par exemple, il est là. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez la version avec le diagramme, qui est vraiment intéressant. Donc là, vous voyez, il n'y a rien qui est mis. Et dès qu'on envoie le signal complété, donc on a vraiment tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Bon, merci.